Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire, proposé par IPK au niveau de la thématique donc du diabète. Je vois que vous êtes déjà une vingtaine à être connectés. Je vous fais une petite présentation. Je suis Olivier Keven. Je vais être en support lors de ce webinaire. Je suis chef de projet au sein donc d'IPK et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on vous propose, d'avoir un webinaire consacré intégralement donc sur le diabète, que vous soyez concerné directement ou indirectement, qui sera présenté par une nutritionniste diplômée qui est donc madame Alexandra Tijoux, qui va gérer bien entendu toute la présentation intégrale donc du webinaire. Si jamais vous avez des questions ou interrogations liées donc à l'événement, je vous invite à ne pas utiliser, l'onglet chat, mais plutôt l'onglet questions et à la fin donc de la présentation, madame Tijoux sélectionnera quelques-unes de vos questions pour pouvoir, vous donner, ses réponses. Eh bien, sur ce, je donne la main directement à madame Tijoux, en sachant qu'on va attendre encore peut-être 1 ou 2 minutes, voire pour les derniers connectés et les petits retardataires. Merci à vous. Alors, je reprends la main. Je voudrais juste que vous me confirmiez, directement dans le chat si vous m'entendez bien, si tout fonctionne bien de votre côté au niveau son et image et au niveau de la présentation qu'on vous projette. Bon, parfait. Je vous remercie. Donc je laisse maintenant la main à madame Tijoux. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Bonjour à tous, je suis Alexandra Tijoux, donc diététicienne nutritionniste et je suis ravie d'être avec vous pour cette petite heure ensemble au niveau du diabète pour qu'on puisse savoir un petit peu plus qu'est-ce que c'est, comment agir, comment le prévenir et puis si jamais vous êtes concerné, quels sont les conseils à appliquer pour finalement prendre soin de soi. Donc, je suis diététicienne depuis 2019, installée en libéral depuis 2020 dans le 92 et donc travaillant également en téléconsultation qui parfois peut être aussi très simple quand on peut consulter même de son lieu de travail ou autre. J'ai une spécialité, je suis formée notamment en santé féminine, en troubles du comportement alimentaire et en troubles digestifs. Et le diabète est aussi un des sujets importants que l'on peut retrouver aujourd'hui puisque ça ne cesse de grandir au fur et à mesure dans notre société. Ma vision de la nutrition, on ne sera pas dans une restriction, on sera toujours dans un domaine plutôt de montrer que la nourriture peut être un remède et que le remède peut être la nourriture pour montrer que finalement, au fur et à mesure, bien manger, ça permet aussi d'être en bonne santé.
Alors, quand on pense diabète, on pense souvent à ces images-là, à ces images de mauvaise alimentation, de malbouffe, de choses très sucrées, que ce soit les bonbons en haut ou le sucre en bas. On pense souvent aussi à des médicaments, que ce soit par injection ou par gélule, et puis aussi à une question de mauvaise hygiène de vie, avec beaucoup de surpoids, voire d'obésité, qui aujourd'hui, les problèmes de poids concernent un adulte sur deux dans notre société. Mais finalement, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer que c'est pas que ça, qu'il existe déjà plusieurs types de diabète et que selon le type de diabète qui nous concerne, on va pas du tout agir de la même manière. C'est pourquoi on va essayer de voir un petit peu le fonctionnement normal et anormal du pancréas, qui est l'organe clé au sein de la pathologie du diabète. On va essayer de voir ensuite la définition et la place du diabète dans notre société, puisque je vous le disais, ça devient un vrai fléau et une vraie question de santé publique. Pour ensuite voir les différents traitements. Parmi ces traitements, on verra que la diététique et la nutrition est l'un des grands piliers. Et donc, du coup, on ira un petit peu plus en détail dans la partie nutrition. Alors, le pancréas, c'est une glande, c'est un organe qui va se trouver derrière notre estomac et qui va être utile pour notre digestion. Ça va participer à la digestion des aliments puisque ça nous aide à les assimiler au fur et à mesure pour les décomposer en nutriments et que finalement on puisse les absorber. Mais ça va aussi être utile pour la régulation du taux de sucre dans le sang. Ce taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie et qui va varier au fur et à mesure de la journée. Quand tout se passe bien, ce qui est le cas sur le schéma que vous pouvez voir, le pancréas va sécréter deux hormones principales, l'insuline d'un côté et le glucagon de l'autre. L'insuline est là pour vraiment faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Il va permettre l'hormone va permettre lorsque la glycémie est trop élevée que le pancréas puisse en sécréter. Elle va du coup aller chercher le sucre qu'on a dans notre sang et va le donner à nos cellules. Donc c'est un peu comme si c'était la clé qui allait ouvrir nos cellules et qui allait donner du coup ce glucose à nos cellules, à nos muscles, à nos organes, etc., plutôt que de le laisser dans notre sang. Ce qui fait que notre glycémie va diminuer ensuite au fur et à mesure. Quand elle est trop basse et qu'elle est vraiment en dessous du seuil demandé, au contraire, le pancréas va sécréter une autre hormone qu'on va appeler le glucagon. Et ce glucagon va aller chercher le stock de sucre qu'on a un petit peu dans le corps pour le libérer et le remettre dans le sang. Ce qui fait que finalement, on a toujours un petit équilibre au niveau de la glycémie. On a le moyen pour la diminuer, qu'elle soit pas trop haute, et on a le moyen de l'augmenter pour finalement la réguler. Donc, comme je vous le disais, finalement, l'insuline, c'est un peu cette clé qui nous permet d'ouvrir les cellules pour venir le stocker. Au cours du diabète, c'est au niveau de cette insuline qu'il peut y avoir un événement. Alors, on va avoir deux types d'événements qui peuvent se produire. Dans un des premiers cas, on va avoir les cellules qui produisent de l'insuline qui vont être détruites. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune qu'on reverra dans le diabète de type 1, ce qui va engendrer finalement un défaut de sécrétion d'insuline. Or, si je reprends mon schéma, si je sécrète plus d'insuline, j'ai trop de sucre dans le sang, donc je vais finalement être en hyperglycémie. Et un autre cas qui peut également se produire, c'est lorsque le pancréas peut s'épuiser à la suite d'une surproduction d'insuline, parce que j'ai tendance à avoir une alimentation pas forcément la plus saine, ou parce que j'ai un aspect génétique, ou également parce que mon organisme fonctionne moins bien au fur et à mesure du temps, et qui fait que du coup mes cellules ne vont plus être réceptives à cette clé. Finalement, la clé ne va plus rentrer dans la serrure. Et donc là, on va avoir ce côté pancréas qui va s'épuiser et qui finalement, par la suite, va surproduire de l'insuline qui ne sera plus utile. Donc le diabète, la définition, c'est que c'est une maladie chronique. Donc maladie chronique, c'est parce qu'elle est présente tous les jours, qui va se caractériser par un excès de sucre dans le sang. Cet excès de sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. C'est un peu comme quand vous allez faire votre prise de sang finalement au laboratoire, qu'on vous prend votre glycémie à jeun et qu'on vous dit « Oula, attention, elle est un petit peu haute ». Alors, un petit peu haute, quels vont être les taux? On va avoir le fait que cette glycémie à jeun soit égale ou supérieure à 1,26 g par litre. Selon certains laboratoires, ça peut être en millimoles par litre. Donc, on sera sur 7 millimoles par litre lors de 2 dosages successifs. Donc si ça arrive une fois de temps en temps parce que l'alimentation n'a pas été terrible les derniers jours, parce qu'il y a eu une fête un petit peu trop arrosée ou ce genre de choses, ça peut arriver de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit à jeun 2 fois de suite. Ou alors, on va vous faire votre glycémie à n'importe quel moment de la journée, et si elle dépasse 2 grammes par litre, automatiquement, on est sur le diagnostic du diabète. Le schéma que vous avez juste en dessous vous montre en fait qu'au fur et à mesure de la journée, on essaye toujours d'être entre 0,8 et 1 g par litre au cours de la journée. Parce que quand vous allez vous réveiller le matin et que vous n'avez pas mangé depuis longtemps, votre glycémie elle va être plutôt basse.
Après, vous allez apporter de l'énergie. Donc, tout de suite, ça va faire remonter votre glycémie. Et le but, c'est qu'on ne soit pas sur des taux trop importants, mais qu'on arrive un petit peu à la réguler au fur et à mesure par les repas, par l'hygiène de vie, avec une activité physique, un bon sommeil, etc. Donc, l'objectif, c'est que cette glycémie soit quand même assez équilibrée au fur et à mesure de la journée. À jeun, généralement, elle est située entre 0,70 et 1,10 g par litre. Après le repas, on essaye qu'elle n'aille pas au-dessus de 1,4 g par litre. Donc, c'est un petit peu les objectifs que va définir le médecin, notamment quand on va vous diagnostiquer le diabète, sachant qu'il existe aussi un nouveau seuil aujourd'hui qui est l'étape de prédiabète. Ce prédiabète, il se situe entre 1,10 g par litre et 1,26 g par litre. C'est qu'on est vraiment dans la fourchette un peu haute, qu'on va alerter, qu'on va dire « Oula, attention », mais qu'on n'a pas encore tout à fait diagnostiqué le diabète. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir le prévenir, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a de plus en plus de diagnostics de diabète faits dans notre société. Donc justement, pour vous donner quelques chiffres, sur votre gauche, on est plutôt au niveau des effectifs en France. Et sur la droite, on va avoir vraiment l'objectif aussi de manière mondiale. Donc en France, en 2021, il y avait plus de 4 millions de personnes qui étaient atteintes du diabète, sachant que la prévalence du diabète est de 6,07%. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, ça n'a pas cessé d'augmenter depuis 2015 et au fur et à mesure, on en a de plus en plus, sachant qu'il faut aussi savoir qu'un adulte sur 2 n'est pas diagnostiqué. Donc, finalement, dans les 4 millions, c'est ceux qui sont diagnostiqués, mais on pourrait avoir beaucoup plus de personnes diabétiques dans notre société, mais il y a encore un petit souci de diagnostic en France. Au niveau mondial, on va être sur un adulte sur 10 qui est diabétique dans le monde. Donc, dans notre entourage, finalement, ça arrive quand même très fréquemment qu'on ait quelqu'un qui soit diabétique ou qui soit à risque de diabète. Selon l'âge, on va avoir du coup entre une majorité plutôt au niveau des 45-79 ans. On a plutôt une minorité pour les plus jeunes, même si ça commence à arriver au fur et à mesure. Et on voit que plus tard, en fait, on se rend compte qu'on va avoir non seulement plus de personnes diabétiques, mais que potentiellement aussi on va augmenter le nombre de personnes jeunes qui vont devenir diabétiques. C'est là aussi où c'est hyper important d'agir, c'est que certes, plus c'est diagnostiqué tôt, mieux on va le prendre en charge, mais que si on peut le retarder au fur et à mesure, ça peut être aussi une très bonne chose pour éviter notamment les complications de cette pathologie. Alors justement, je vais vous présenter les différents types de diabète, puisque derrière le mot diabète, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Les deux types de diabète les plus connus, on va avoir le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Il existe aussi quelques autres petits diabètes qui ne cessent d'augmenter aujourd'hui, que je vais vous présenter par la suite. Le diabète de type 1, le mot à retenir, c'est que c'est une maladie auto-immune. Qu'est-ce que c'est une maladie auto-immune? C'est lorsque votre système immunitaire s'attaque à votre propre organisme. Dans le cadre du diabète de type 1, les cellules du système immunitaire vont venir détruire les cellules du pancréas qui sécrètent de l'insuline. Donc du coup, je n'ai plus de cellules qui vont me sécréter de l'insuline, donc je vais être en constante hyperglycémie, je vais sans arrêt avoir trop de sucre dans le sang, puisque je n'ai pas l'hormone qui me permet de réguler ce taux sanguin. Chez la personne diabétique, ça touche environ une personne sur 6. Donc c'est le diabète qui est le moins présent chez les diabétiques, mais qui reste quand même hyper important parce que le traitement est quand même est très différent par rapport aux autres types de diabète qu'on va avoir. On dit qu'il est insulinodépendant puisque je ne sécrète plus d'insuline. Donc il va falloir que moi-même, en fait, je fasse fonctionner mon pancréas, alors que dans un organisme qui fonctionne bien, le pancréas va fonctionner tout seul. Donc, c'est généralement des personnes qui vont avoir tendance à s'injecter de l'insuline. Alors, il peut y avoir plusieurs principes aujourd'hui. Il y a toujours le type de piqûre qu'on va s'injecter généralement au niveau du ventre. Maintenant, on a des capteurs où l'insuline va être aussi envoyée directement, ce genre de choses, qu'on pourra revoir un peu par la suite. Donc, diabète de type 1, maladie auto-immune, je n'ai plus d'insuline, donc je suis en hyperglycémie chronique. Le diabète de type 2, lui, il est caractérisé par un épuisement du pancréas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma vie, je l'ai un peu malmené, j'en ai pas pris soin, et du coup, il a beaucoup travaillé, et à un moment ou à un autre, il dit « Stop, c'est bon, j'en ai marre, on s'arrête là ». Et du coup, soit les cellules ne sont plus réceptives à l'insuline, soit je n'en sécrète plus suffisamment non plus. Ça va concerner environ 90% de la population diabétique, donc c'est la majorité du diabète qui est présent dans notre société aujourd'hui. Il est non insulinodépendant, mais parfois il peut aussi le devenir. Donc dans ces cas-là, on peut avoir aussi double traitement,
non seulement prendre des antidiabétiques oraux, mais en plus devoir s'injecter de l'insuline. Ça dépend après du cas de la personne, où on aura une prise en charge personnalisée. Donc là, on est vraiment sur effectivement une hygiène de vie qui a pu être malmenée et qui fait que le pancréas est finalement épuisé assez tôt, mais aussi parce qu'il y a un risque génétique très important par rapport au fait que dans la société aujourd'hui, on a des facteurs environnementaux qui n'aident pas forcément à lutter contre cette pathologie. Dans les autres types de diabète qu'on va pouvoir retrouver et qui finalement vont peut-être prendre un petit peu plus de place dans les années à venir, déjà dans un premier temps, on retrouve le diabète gestationnel. Donc le diabète gestationnel, c'est un diabète qui est censé être présent uniquement pendant la grossesse. Il y a des facteurs de risque qui peuvent être en lien avec des facteurs génétiques, avec le fait qu'il y ait eu une grossesse un petit peu plus tardive, à un âge un peu plus avancé, et effectivement le poids également avant grossesse. Donc, on l'équilibre surtout pendant la grossesse pour qu'il n'y ait ni conséquences sur la maman, ni conséquences sur l'enfant. Néanmoins, aujourd'hui, on a des études qui nous prouvent que non seulement il y a un risque pour la maman de devenir diabétique de type 2 par la suite, mais il y a également beaucoup plus de facteurs de risque pour l'enfant de développer un diabète de type 2 ultérieurement. On va avoir le diabète iatrogénique, donc c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des médicaments pour d'autres pathologies qui vont avoir tendance à dérégler notre glycémie et du coup parfois donner un diabète. Et il y a deux petits mots aussi qui commencent à apparaître dans les études aujourd'hui. Vous avez le diabète LADA et le diabète MODY. Le diabète LADA, il ressemble au diabète de type 1, mais il va se détruire, enfin les cellules du pancréas vont se détruire petit à petit. Le diabète de type 1, il va plutôt être diagnostiqué chez l'enfant, généralement lorsqu'il sera en primaire ou au collège. À l'entrée du lycée, ça peut arriver aussi. Alors que le diabète LADA, ça peut être un diabète de type 1 où il n'y a vraiment plus d'insuline sécrétée parce qu'il n'y a plus les cellules, mais ça aura été détruit un peu plus tard, finalement, au cours de la vie. Le diabète MODY, lui, c'est une mutation génétique qui arrive au cours de la vie, qui peut être épigénétique du fait que nos facteurs environnementaux se modifient au fur et à mesure et qui ressemble au diabète de type 2. Donc nous, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur le diabète de type 1 et le diabète de type 2, mais c'est aussi important de voir un peu les autres types de diabète, puisque si votre médecin vous parle des autres types de diabète, que vous en ayez quelques petites connaissances. Alors, comment on essaye de trouver ce diabète en dehors de cette prise de sang? Ça va être aussi différents symptômes. Ces symptômes vont se retrouver autour d'un syndrome qu'on appelle le syndrome cardinal. Il va y avoir la polyurie. La polyurie, c'est le fait que d'un seul coup, qui va se mettre en place au fur et à mesure, il y a une augmentation du volume d'urine par jour et on va très souvent uriner, beaucoup plus souvent qu'avant. Vous allez avoir la polydipsie. La polydipsie, ça va être le fait d'avoir soif tout le temps et que même après avoir bu finalement, vous avez encore soif comme si vous n'aviez pas encore bu. Il va y avoir la polyphagie. Il y a des moments où vous n'allez pas du tout avoir faim. Finalement, la nourriture va même un petit peu vous dégoûter. Et puis, il y a des moments où vous allez vous jeter sur la nourriture. Et pourtant, ça fait 1 heure ou 2 heures que vous avez mangé, mais là, vous avez des faims très, très importantes en lien avec finalement les changements de votre glycémie sur la journée. On va avoir l'asthénie. Donc, l'asthénie, c'est une fatigue importante, c'est une fatigue chronique qui va être constante. Et puis, il peut y avoir aussi un amaigrissement, notamment quand les apports alimentaires ne sont pas suffisants. Donc, c'est déjà quelques petits symptômes qui peuvent alerter et qui finalement sont importants à donner aussi à votre médecin au moment du diagnostic. Alors, cette diaporama peut vraiment concerner beaucoup de monde puisque dans le cadre de votre travail, de votre vie personnelle, vous allez pouvoir potentiellement rencontrer des personnes qui vont faire des hypoglycémies. Grâce à ce petit schéma, vous allez pouvoir maintenant savoir comment réagir si jamais justement il y a peu de sucre dans le sang et que finalement la personne à côté de nous fait un mini malaise. Alors il y a deux situations, soit il est totalement inconscient et généralement c'est une personne qui a une piqûre dans son sac. Alors c'est pas la même piqûre quand il y a une allergie, mais là c'est une piqûre qui va contenir du glucagon. Le glucagon, on a vu au début de la séance que ça allait remonter très rapidement la glycémie. Donc pour éviter justement de maintenir cet état inconscient et qu'il revienne parmi nous le plus rapidement possible, on va lui injecter rapidement du glucagon pour que finalement il puisse redevenir conscient. Si jamais le patient est déjà conscient, on va avoir deux petites situations. Il y a la glycémie qui est toujours en dessous des 1 g par litre, donc on va lui mesurer. Alors finalement, ce n'est pas nous qui le faisons, ça va être les pompiers ou le SAMU qui arrivent. Et dans ces cas-là, on va donner 15 g de sucre. 15 g de sucre, ça correspond à 3 morceaux de sucre.
à 15 centilitres de soda. Alors généralement, on va sur le plus rapide, le Coca-Cola, et il ne faut pas qu'il soit zéro puisque sinon il n'y a pas de sucre. On va aussi sur la même quantité en jus de fruits qui peut resucrer tout aussi rapidement. Ça peut être du sirop aussi, mais on va mettre un peu plus de sirop finalement dans le verre. Et ça peut être aussi une cuillère à soupe de confiture. Voilà, l'objectif, c'est faire remonter quand même très très rapidement ce taux de sucre dans le sang. Si jamais par la suite la glycémie est revenue à 1 g par litre ou à un petit peu plus que 1 gramme, on va passer à une prise alimentaire qui va suivre si elle n'est pas trop éloignée pour finalement essayer de réguler cette glycémie et d'éviter de faire des pics au fur et à mesure. Donc ça, hyper important pour vous si vous êtes concerné. Un diabétique doit toujours avoir 15 grammes de sucre sur lui si jamais il lui arrive quoi que ce soit en hypoglycémie. Et du coup, si vous rencontrez quelqu'un qui fait une hypoglycémie, vous savez maintenant comment agir. Pourquoi c'est important d'équilibrer ce diabète et que finalement il faut que la glycémie soit plus ou moins toujours à l'équilibre? Tout simplement parce que quand il est déséquilibré et qu'il n'est pas correctement pris en charge, il va entraîner de nombreuses complications. Alors, c'est des mots scientifiques que je vous ai mis, mais typiquement ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut venir toucher tout ce qui est le côté cardiaque. Ça peut augmenter la tension artérielle, donc passer sur une hypertension. Ça peut aussi finalement venir boucher un petit peu les artères de manière familière, qui est une cardiopathie ischémique, qui peut provoquer un AVC, qui peut provoquer du coup des maladies cardiovasculaires graves. Ça peut aussi venir toucher la vision. On a un taux de personnes aveugles, ou qui deviennent en tout cas aveugles, assez important lorsque le diabète n'est pas équilibré, puisque les petits vaisseaux sanguins au niveau de votre œil vont être finalement impactés par le fait d'avoir trop de sucre dans le sang. On va aussi avoir tout le côté rénal. Le rein, qui est un filtre au fur et à mesure pour notre organisme, pour éliminer un petit peu les déchets, va être vraiment très utilisé. Et au fur et à mesure, pareil, ces petits vaisseaux avec le sucre ne vont pas résister. Et du coup, on va avoir un rein beaucoup moins efficace, voire qui peut ne plus fonctionner. C'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. On peut aussi avoir des petits soucis au niveau des nerfs qui peuvent déclencher quelques petites douleurs, mais également au niveau du pied. C'est pour ça que chez le diabète, on entend souvent parler du pied diabétique, tout simplement parce que les nerfs ne vont plus être réceptifs. Vous pouvez vous faire mal au niveau du pied, vous pouvez vous faire une petite entaille ou quoi que ce soit, vous n'allez pas le sentir, sauf que derrière, il y a un risque de surinfection. Et puis, on peut aussi abîmer ce qu'on appelle la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est quand même ce qui va permettre de bien conserver vos neurones. Donc, c'est quand même important de pouvoir éviter cette altération. Donc, on a quand même des complications assez importantes, très présentes, et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut équilibrer le diabète. Alors, on va commencer avec les traitements pour voir qu'est-ce qu'on met en place une fois que ce diagnostic est tombé. Dans le diabète de type 1, mon pancréas ne fonctionne pas, il ne m'envoie pas cette insuline, je suis obligée moi-même de prendre le relais. C'est pour ça que finalement, on voit juste ici une personne qui est en train de se piquer de l'insuline, qui doit du coup sans arrêt être consciente de ce qu'elle va manger pour s'injecter la bonne insuline et que finalement, elle puisse réguler sa glycémie comme il faut au fur et à mesure de la journée. On va avoir deux types de piqûres d'insuline. On va avoir l'insuline qu'on va sécréter tout au long de la journée qui va nous permettre d'éviter les gros pics de différence au niveau de notre glycémie. Et puis il y a celle qu'on va essayer de s'injecter pile poil au moment où on va manger pour éviter d'avoir des hyperglycémies et non pas non plus des hypoglycémies et finalement on arrive à le réguler. Donc on va avoir vraiment celle où le capteur typiquement va prendre le relais et va nous envoyer cette glycémie tout au long de la journée. Et puis après, il y a nous aussi où on doit agir directement dessus en se disant « Ok, je vais manger tant de glucides finalement dans mon repas, donc je vais devoir me mettre tant d'unités d'insuline. » Le diabète de type 2, le premier traitement à mettre en place, c'est d'améliorer l'hygiène de vie, notamment en passant par l'assiette. Donc on va venir modifier la composition de l'assiette, on va le voir tout à l'heure, mais on va enrichir en fibres, on va mettre des bons nutriments dans l'assiette, on va venir travailler aussi sur l'apport en matière grasse pour limiter les impacts sur le cœur, etc. On va aussi jouer sur l'activité physique, sur l'hydratation, sur le fait de prendre en charge aussi tout le côté un petit peu stress et anxiété qu'on peut avoir, qui peut amplifier certains symptômes du diabète. Et puis, on va avoir aussi tout ce qu'on appelle les ADO, les antidiabétiques oraux. Le plus connu, c'est la metformine, qui est là justement pour prendre le relais et qui a un rôle hypoglycémiant pour venir équilibrer notre glycémie.
Alors, si on voit un petit peu plus les objectifs de prise en charge chez le diabétique de type 1, il faut vraiment en fait travailler avec le patient sur une éducation nutritionnelle et sur la dose des glucides qui vont être présents dans ses prises alimentaires pour que derrière, il puisse adapter ses bonnes doses d'insuline. Donc, c'est vraiment tout un travail au moment du diagnostic qui est généralement assez jeune où on va travailler sur des équivalences glucidiques. C'est typiquement le petit tableau que vous avez, c'est de se dire, OK, si je prends un quart de baguette, ça va correspondre à environ 30 grammes de glucides. 30 grammes de glucides, il va falloir que je m'injecte 1 ou 2 unités d'insuline. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on va voir avec le médecin, l'infirmière, le diététicien au moment du diagnostic pour se dire, OK, donc les 30 grammes de glucides, ça correspond à tant de pain, ça correspond à tant de biscottes. Si je mange un croissant, c'est à peu près la même chose pour qu'on ait des petites idées d'équivalence glucidique en tête et qu'on puisse les adapter. Ça va être la même chose avec tous les aliments qui contiennent des glucides. Ça va être le cas du coup aussi avec les féculents, avec le riz, les pâtes, les pommes de terre, ce genre de choses. Également tout ce qui va être légumes secs, tout ce qui peut être lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc. Ça va être le cas avec les fruits. Et également avec tout ce qui a un goût sucré en bouche, que ce soit le yaourt aux fruits qui est sucré, le sorbet qui est sucré, le fait de manger une madeleine, le fait de manger une gaufre. Et puis, c'est aussi important d'avoir du coup suffisamment en tête ce que je vais manger, puisque je vais mettre mon insuline avant de manger. Et si finalement derrière, j'ai pas le même appétit ou s'il y a quelque chose qui se rajoute ou autre, ça peut venir perturber. Donc c'est important aussi de venir gérer avec potentiellement une psychologue aussi tout le côté vie personnelle, vie professionnelle, puisque ça peut avoir quand même pas mal d'impact en se disant mince, je me suis injecté que tant d'unités d'insuline, or j'ai pas suffisamment mangé, donc si ça se trouve à la réunion dans 1 heure, je vais faire un malaise. Donc c'est aussi tout ce petit travail-là à mettre en place qui peut être assez long, où c'est plutôt bénéfique que du coup ce diabète soit diagnostiqué jeune, puisque c'est là où on a le plus de réflexes et c'est là où on va pouvoir mettre le plus de choses en place, mais qui peut être aussi un peu compliqué puisque c'est une charge mentale au quotidien. Pour le diabète de type 2, la majorité des patients atteints du diabète de type 2 sont en surpoids ou en obésité. Et il a été prouvé dans les études scientifiques que perdre entre 5 à 10% du poids de manière saine et sereine permet de bien équilibrer la glycémie. Alors, qu'est-ce que c'est de manière saine et sereine? C'est-à-dire qu'un régime qui va nous faire perdre 10 kg en un mois, ça ne sera pas sain et serein, puisque du coup, on va le perdre très rapidement. Le problème, c'est que derrière, on a sûrement mis en place des habitudes qui peuvent être difficiles à tenir sur le long terme. Et si on ne les tient pas sur le long terme, à un moment ou à un autre, on va les reprendre, ces kilos, voire on va reprendre plus que ce qu'on avait perdu. Donc l'objectif, c'est d'aller travailler avec des professionnels de santé pour mettre en place des habitudes alimentaires sur le long terme et qu'on puisse finalement se dire, je me vois faire ça toute ma vie. Donc, améliorer mon équilibre alimentaire, modifier la qualité nutritionnelle de mon assiette, mettre des bons nutriments dans mon assiette qui vont me servir, qui vont me nourrir, mais qui vont aussi être indispensables pour mon corps. Mettre en place une activité physique régulière qui est indispensable dans cette prise en charge et d'adapter aussi l'alimentation en fonction des traitements médicamenteux. Par exemple, la metformine donne souvent des petites sensations de malaise, donc de bien pouvoir adapter l'organisme aussi au fur et à mesure avec une bonne alimentation. Et ça donne aussi pas mal de troubles digestifs, donc de pouvoir finalement aussi mettre les bonnes choses en place dans l'assiette pour éviter les ballonnements, l'accélération du transit, ce genre de choses. Donc on est vraiment sur 2 prises en charge diététiques assez différentes. Une qui va se faire très jeune, qui va être vraiment une éducation nutritionnelle, tandis que l'autre va se faire tout au long de la vie pour essayer d'équilibrer au mieux les glycémies. Alors justement, si on part sur cette prise en charge diététique, on va essayer donc plus d'aller sur le côté diabète de type 2 et sur qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ce diabète et également agir une fois que le diagnostic est tombé. Donc déjà, si on doit résumer un peu ce que c'est que l'équilibre alimentaire, une alimentation équilibrée, je la résume en quelques mots avec le côté nourrissant. On a besoin de se nourrir pour vivre. On ne peut pas rester on peut rester un peu plus longtemps que sans boire, mais il va falloir qu'au bout d'un moment, on se nourrisse aussi pour finalement ne pas passer en mode survie et avoir un organisme qui fonctionne bien au fur et à mesure. On va avoir le côté aussi équilibré, diversifié, c'est que j'apporte vraiment toutes les familles alimentaires dans mon assiette, mais avec des proportions certes un petit peu différentes selon les produits que je vais utiliser. Je vais avoir le côté diversifié parce qu'il va falloir que je varie au sein de la famille des fruits et des légumes, au sein de la famille des féculents. Je ne mange jamais le même aliment puisque tous les aliments vont m'apporter finalement des choses différentes. Et il va y avoir aussi l'aspect gourmand.
parce qu'on mange quand même entre 2 à 3 fois par jour, voire plus parfois quand on prend une collation ou un goûter. S'il n'y a pas de gourmandise, ça va être difficile de tenir sur le long terme. Donc il faut qu'on reste sur des choses qui donnent envie, sur des assiettes colorées, sur des assiettes goûtues et sur des recettes aussi qui peuvent nous aider à montrer que finalement, oui, l'alimentation peut être un réel allié au quotidien pour avoir finalement une bonne santé. Une assiette bien équilibrée, notamment au niveau du déjeuner et du dîner, mais ça peut aussi très bien s'adapter au petit déjeuner, va ressembler à ce schéma. On va essayer d'avoir un apport en protéines. Les protéines vont nous permettre de développer notre masse musculaire, mais elles sont là aussi pour nous amener à satiété. Or, la satiété va nous éviter d'avoir des grignotages qui généralement sont assez sucrés. Donc on va être sur l'apport de viande, de poisson, d'œufs, dont on va varier aussi les sources. Jamais la même viande, jamais le même poisson. Les œufs, on peut aussi varier les cuissons. On va avoir aussi tous les produits laitiers qui y participent, tout ce qui va être le lait, les yaourts, le fromage, pareil en variant les sources. Et on va avoir également tout ce qui est les protéines végétales qu'on va retrouver majoritairement dans les légumes secs, tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc. On peut aussi retrouver un petit peu dans tout ce qui est produits dérivés du soja, comme le tofu par exemple. Et puis on en retrouve aussi un petit peu dans tout ce qui est fruits à coque, type les amandes, les noix, les noisettes, qu'on peut appeler les oléagineux, et qui du coup vont participer à cet apport protéiné sur la journée. D'où pourquoi je vous disais que ça peut autant fonctionner pour le petit déjeuner que le déjeuner et le dîner, puisque finalement ça peut être une variété d'aliments assez important, autant en goût sucré qu'en goût salé. Après, il va nous falloir un apport en féculents. Il nous faut des féculents à chaque repas, c'est obligatoire, d'autant plus quand on est diabétique, sinon les perturbations de la glycémie peuvent être encore plus importantes. Les féculents nous permettent d'avoir de l'énergie sur le long terme. C'est un peu l'essence qu'on donnerait à notre voiture. Nous, il faut absolument qu'on se donne aussi un minimum d'essence pour bien fonctionner au quotidien. Après, on peut travailler sur la qualité du féculent qu'on va avoir et sur la quantité qu'on va mettre dans l'assiette. Pareil, on va pouvoir les diversifier. On va avoir le riz, les pâtes, le quinoa, la pomme de terre, le pain, les légumineuses qui en font également partie. Donc l'objectif, c'est aussi de varier parce qu'ils ne vont pas tous apporter la même chose au niveau des vitamines et des minéraux, mais également au niveau des fibres. Et enfin, on va avoir les fruits et les légumes, non seulement pour le côté santé, puisqu'on entend depuis des années qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, pour le côté coloré, puisque la couleur a aussi un bel impact sur notre organisme, mais aussi parce que ce sont les aliments les plus riches en fibres et que les fibres qu'on va revoir par la suite vont permettre d'équilibrer les apports glucidiques sur la journée pour équilibrer cette glycémie. Donc à chaque repas, finalement, c'est d'essayer d'avoir un petit peu cette répartition avec bien évidemment la prise en compte de si je ferais entrée, plat, dessert. Autre chose qu'on peut prendre aussi en compte lorsqu'on va faire un repas, c'est la notion d'index glycémique qu'on peut autant utiliser en prévention si jamais on est dans le stade de prédiabète ou si jamais il y a des petites des personnes qui ont du coup le diabète dans votre famille, ou également lorsqu'on est diagnostiqué. Alors l'index glycémique, ça correspond en fait à la variation du taux de sucre dans le sang, donc de votre glycémie, après l'absorption d'un aliment ou d'un repas. Donc généralement un aliment qui contient des glucides ou un repas où il y a un apport en glucides. Ça permet non seulement de classer les aliments, mais ça peut aussi finalement avoir une idée de votre repas. Est-ce qu'il va vous permettre d'avoir cette courbe de glycémie plutôt équilibrée ou pas? Tout simplement parce que quand on regarde le schéma que vous avez en haut, lorsqu'on est sur l'absorption d'aliments qui ont beaucoup de glucides et qui ont un index glycémique haut, votre glycémie va augmenter très très rapidement. Ayez en tête que plus elle augmente rapidement, plus elle va chuter rapidement, notamment lorsque on n'est pas diabétique, puisque du coup le pancréas va prendre le relais. Or, quand elle chute très rapidement, on voit cette petite étape d'hypoglycémie qui du coup fait que derrière on va pas se sentir bien, on va être fatigué, on va avoir envie de faire une sieste après le repas, on va être un petit peu épuisé après notre repas. Donc là, c'est que généralement on est sur un repas ou la consommation d'aliments qui avait un index glycémique assez élevé. Donc nous, notre objectif, ça va être d'être plutôt sur la courbe verte. C'est-à-dire ma glycémie, elle va augmenter un petit peu parce que je suis en train de manger, mais pas trop non plus, comme ça mon pancréas n'a pas besoin de s'affoler non plus. Et finalement, ma glycémie va redescendre petit à petit, sans jamais être en dessous et sans jamais être dans l'hypoglycémie réactionnelle. C'est pour ça que les facteurs qui sont juste en dessous sont hyper importants. C'est que dans mon repas, il me faut une présence de fibres. Plus j'ai de fibres, plus l'index glycémique sera bas. Il me faut une présence de lipides qu'on appelle les matières grasses, donc il faut quand même continuer d'assaisonner ces plats avec un petit peu d'huile, en choisissant des bonnes huiles, en limitant plutôt le beurre, la crème fraîche, ce genre de choses.
Il faut aussi une présence de protéines, puisque la protéine va permettre aussi d'abaisser cet index glycémique. Et au contraire, on va faire attention à ne pas surcuire les aliments, puisque plus un aliment est en cuisson, plus finalement son index glycémique va augmenter. On va éviter de trop mixer les aliments. Donc là, entre la cuisson et le fait de mixer, on comprend bien que la soupe va pas non plus être l'idéal. Et la maturité des végétaux va également être importante. C'est l'exemple par exemple de la banane, où la banane pas trop mûre va avoir un index glycémique plutôt bas, alors que la banane très mûre avec des taches noires va plutôt avoir un index glycémique très haut. C'est aussi grâce à ce schéma qu'on comprend que finalement, il faut avoir une assiette bien organisée, bien structurée, puisque oui, on pourra manger des pâtes, oui, on pourra manger une pâtisserie de temps en temps à la fin du repas, mais que si elle est accompagnée d'un repas qui est bien équilibré, avec la présence de fibres, avec la présence de bons nutriments, ça aura beaucoup moins d'impact finalement sur votre organisme par la suite. Donc finalement, au cours de la prise en charge diététique, on va surtout essayer d'enrichir en fibres, en bons nutriments et d'avoir des assiettes satisfaisantes. Justement, comment je peux augmenter mon apport en fibres dans mon assiette? Donc les aliments qui sont les plus riches en fibres, on va être sur les légumes, sur les fruits. Et comme vous l'avez compris par rapport au schéma juste d'avant, plus ils sont riches, plus ils sont crus, bruts, plus ils sont riches en fibres. Donc, c'est-à-dire que consommer les crudités, ça peut être aussi très intéressant. Éviter de consommer les fruits uniquement sous forme de compote ou ce genre de choses, puisqu'on va être sur une cuisson et le fait de mixer. Donc, on va avoir un peu moins de fibres. On comprend pourquoi finalement le jus d'orange ou les jus de fruits vont plutôt s'apparenter à une boisson sucrée qu'à une boisson riche en fibres, puisque comme c'est écrasé, on n'aura pas du tout de fibres, on aura beaucoup de sucre. Donc le but, voilà, c'est d'avoir une variété de fruits et légumes dans l'assiette, en brut, en cru, avec des cuissons un petit peu douces, qu'on peut aussi assaisonner pour se donner pas mal envie et qu'on peut intégrer dans pas mal de recettes pour finalement retrouver le côté gourmand dont je parlais au début. On va aussi avoir toute la famille des fruits à coque, des oléagineux, tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de pécan, noix de macadamia, etc. Alors l'objectif c'est que ce soit non grillé, non salé. C'est pas le but, c'est pas de prendre l'apéro toute la journée, mais c'est de pouvoir en faire quelque chose d'un petit peu sympa quand même, avec la recommandation d'une poignée par jour. Et puis, on va avoir aussi dans la famille des féculents, en allant plutôt sur des féculents complets ou semi-complets, si le complet est déjà un petit peu compliqué. Ça peut être par exemple de passer sur des pâtes semi-complètes ou des pâtes complètes. On peut aussi retrouver des pâtes à base de légumes secs. On retrouve beaucoup de pâtes de lentilles corail, par exemple, ce genre de choses. Les légumes secs sont aussi très riches en fibres, donc ça peut être intéressant. Au niveau du riz, ça peut être pareil de passer sur du riz complet ou du riz un petit peu sauvage où on retrouve les 3 types de riz dans le sachet. Ça peut être aussi de changer les farines, d'aller sur une farine classique pour la pâtisserie de temps en temps, d'aller sur une farine un peu plus complète, voire complète totalement, qui peut être aussi intéressant pour changer son taux de fibres au quotidien sans forcément changer beaucoup de choses dans son alimentation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Occident, on consomme environ 20 grammes de fibres par jour, alors que l'objectif serait 30 grammes, et que rien qu'en changeant ces petites habitudes-là, on peut facilement les avoir. Donc ça peut être aussi un très bon objectif en prévention et lorsque le diabète est diagnostiqué. Avoir une bonne hydratation est également obligatoire en prévention et également lors du diabète, tout simplement parce que bien s'hydrater permet une détoxification, ça permet de faire bien travailler les reins, d'avoir cet effet filtre qui permet d'éliminer les toxines, qui va permettre en fait par la suite aussi de réguler la glycémie, puisque l'eau, comme elle circule dans notre organisme, elle va aussi aider à mieux distribuer le sucre à nos cellules. Donc ça va aider lorsqu'on a un problème au niveau de l'insuline à finalement mieux faire passer le sucre dans nos cellules plutôt que de le garder dans le sang. Ça va aussi l'aider à lutter contre les troubles digestifs et notamment contre la constipation, notamment parce que je vous fais augmenter vos apports en fibres. Donc quand on augmente les apports en fibres, c'est obligatoire d'augmenter son apport en eau pour éviter finalement certains troubles digestifs. Et ça permet aussi une meilleure oxygénation. Finalement, ça permet d'avoir les 60% d'eau dont notre corps est constitué, de les entretenir puisque avec la respiration, la transpiration, on en perd aussi un petit peu, et donc d'avoir un organisme qui fonctionne bien au quotidien. On va aussi venir faire attention à l'importance de la qualité nutritionnelle. Alors oui, on est dans l'excès au niveau de cette image, c'est fait exprès. C'est pour vous montrer qu'entre deux goûters, finalement, ça ne va pas du tout apporter la même chose. On va avoir d'un côté une barre sucrée.
avec un soda bien sucré qui vont nous apporter 400 calories. Et puis de l'autre côté, on va avoir 2 abricots qui correspondent à une portion de fruits, avec un petit peu de pain complet et une poignée, alors maintenant on appelle plus ça les fruits secs, mais les oléagineux, les fruits à coque, qui vont finalement nous donner le même nombre de calories. Mais quand on regarde le taux de sucre, les graisses saturées qui sont plutôt celles à éviter, les graisses insaturées qui sont plutôt celles à favoriser, et le taux de fibres, ça n'a rien à voir. C'est là où, oui, un goûter, ça peut être intéressant à prendre, et pourquoi pas. Mais en même temps, du coup, c'est bien de choisir les aliments et d'avoir des bons nutriments dans l'assiette. Donc c'est aussi hyper intéressant de travailler sur la qualité nutritionnelle et pas que sur cette histoire de quantité, de réduction pour essayer de perdre du poids, etc. Non, on peut aussi très bien manger et manger suffisamment pour finalement encore plus perdre du poids. Alors avant de passer à la diapo suivante, je reviens juste sur une question qui m'a été posée et qui du coup est en lien avec la diapo d'avant pour éviter de faire trop d'allers-retours. Au niveau du nombre de litres d'eau par jour, la recommandation c'est au moins 1,5 litre, mais ça c'est le strict minimum. On parle même maintenant de 30 millilitres d'eau par kilogramme de poids corporel. Tout simplement parce que quand on a un petit excès de masse graisseuse, on a besoin d'encore plus d'eau. Donc 1,5 litre, c'est vraiment le strict minimum. Là, on est en été, même si on n'a pas le meilleur été au niveau de la météo, on est quand même sur une température un peu plus lourde, donc important de boire encore plus. On va aussi avoir la place de l'activité physique. Alors, au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on va être sur entre 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine. Quand je dis activité physique, ça va être ne serait-ce le fait de marcher, de se déplacer, de prendre les escaliers plutôt que l'escalator ou l'ascenseur, de pouvoir faire le ménage, le jardinage, etc. Et du coup, on peut essayer d'être plutôt vers la fourchette basse s'il y a entre une demi-heure à 45 minutes d'activité physique intense et sportive, du coup, qui est réalisée dans la semaine. Pourquoi c'est important? Déjà, de 1, parce que ça diminue le niveau de stress et d'anxiété. Le fait d'être moins stressé, d'être moins anxieux aussi vis-à-vis de sa pathologie, permet finalement d'améliorer la qualité de vie. Quand vous faites de l'activité physique, vous sécrétez ce qu'on appelle de l'endorphine, et du coup, on se sent beaucoup mieux, même parfois quand on est fatigué et qu'on a la flemme d'aller faire du sport, quand on revient, finalement, on est moins fatigué qu'avant, parce qu'il y a eu cette sécrétion d'endorphine hyper intéressante. On va aussi aider à prévenir le risque cardiovasculaire, puisqu'on va soutenir notre cœur, on va améliorer l'humeur, on va aider à réguler la glycémie, puisque le fait de bouger et d'être actif va mieux ouvrir les serrures finalement au niveau de l'insuline. Ça va favoriser une meilleure circulation veineuse, donc ça va aussi éviter toute la sensation de jambes lourdes. Ça augmente l'énergie et l'efficacité au long de la journée. Et ça améliore la qualité de sommeil. On est sur un sommeil suite à une fatigue physique et non une fatigue psychique. Donc c'est aussi une des actions que vous pouvez mettre en place en prévention et également si le diagnostic est déjà présent. Et enfin, pour terminer sur l'alimentation, je voudrais insister sur la partie protection cardiovasculaire, puisque quand on pense diabète, on pense souvent finalement au fait de limiter les sucres, de faire attention à la partie sucrée dans son alimentation, alors que la partie matière grasse est tout aussi importante et peut être même plus importante puisqu'on a vu qu'un diabète déséquilibré pouvait finalement perturber aussi le cœur et le ralentir. Donc on va aussi faire un petit peu attention à toute cette partie cardiovasculaire, aussi puisque les maladies cardiovasculaires sont des maladies hyper importantes dans notre société aujourd'hui. Le diabète et le cœur peuvent être très bien reliés. C'est ce que nous montre le schéma sur la droite, c'est que finalement avec le diabète, qui est souvent associé notamment le diabète de type 2, à une sédentarité, à une obésité ou un problème de poids et à une hypertension artérielle, on va finalement souvent avoir des coronaropathies, c'est-à-dire qu'on va venir toucher un peu nos coronaires, on va venir les boucher et donc forcément derrière ça va moins circuler. On peut aussi finalement abîmer les petits vaisseaux sanguins comme les gros vaisseaux sanguins et on peut aussi avoir un rétrécissement de notre aorte qui fait que comme c'est quand même tout ce qui va être très important pour bien oxygéner notre cœur, on risque par la suite d'encore plus se fatiguer. Donc on arrive souvent sur une insuffisance cardiaque qui peut déclencher beaucoup d'événements catastrophiques par la suite. Comment vous pouvez agir dès aujourd'hui en prévention et également si vous êtes diabétique, c'est par le fait d'augmenter sa consommation de fibres comme on l'a vu. Essayez de vous tourner vers d'autres types de produits céréaliers. Essayez d'ajouter 1 à 2 fois par semaine des légumes secs dans votre assiette. Notamment aussi, comme on l'a dit, par le fait de pâtes à base de légumineuses. Pourquoi pas des farines aussi, ça existe la farine de pois chiche par exemple.
de mettre des fruits et des légumes frais. Alors le surgelé peut aussi très bien fonctionner, notamment puisqu'avec le changement de saison, le dérèglement des saisons, on peut avoir finalement un petit souci au niveau des nutriments dans nos fruits et légumes. Le surgelé peut aussi très bien fonctionner. Il y a pratiquement autant de vitamines et de minéraux dans un fruit surgelé que dans un fruit, ou un fruit ou un légume qu'on peut trouver sur l'étal du marché. On peut aussi ajouter des graines. On retrouve par exemple les graines de chia qui sont hyper intéressantes, qui vont nous permettre d'ajouter pas mal de fibres dans l'assiette sans augmenter la quantité d'aliments dans l'assiette. On va avoir les oléagineux, donc les fruits à coque, avec la recommandation d'une poignée par jour. On peut aussi favoriser la consommation de matières grasses plutôt végétales. Donc on va éviter le beurre et la crème fraîche pour plutôt favoriser les huiles, mais également du coup les matières grasses sous forme de fruits à coque. On va essayer d'augmenter les apports en oméga 3. Les oméga 3, ce sont les matières grasses qu'on essaye d'augmenter le plus dans l'alimentation des Français aujourd'hui. Déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources, mais en plus parce que du coup, ils permettent de réguler tout l'apport en matières grasses au niveau du bilan lipidique, c'est-à-dire qu'ils vont vous augmenter votre bon cholestérol et ils vont baisser le mauvais. Donc comme le cœur est déjà un petit peu touché par le diabète, forcément c'est intéressant. Donc c'est bien si possible d'augmenter les apports dans la semaine des poissons gras. Plus ils sont petits, mieux c'est. Donc tout ce qui va être sardines, maquereaux, anchois, harengs, etc., qu'on peut très bien prendre en boîte en les prenant le plus naturel possible. Le saumon et le thon en font également partie, mais c'est des plus gros poissons. Ils sont plus avancés dans la chaîne alimentaire, et ce qui fait que du coup, ils sont généralement plus riches en déchets et en méthylmercure, donc un petit peu moins intéressant. On peut aussi changer ses huiles. On peut garder l'huile d'olive pour la cuisson et l'assaisonnement, mais avoir une autre huile uniquement pour l'assaisonnement peut aussi être très bénéfique. C'est le cas de l'huile de colza, de noix, de lin ou de pépins de raisin, qui ne se font surtout pas cuire. Parce qu'on a déjà du mal à avoir des oméga 3 dans son assiette, mais si vous faites cuire l'huile qui a des oméga 3, il n'y a plus d'oméga 3. Donc on les garde uniquement pour l'assaisonnement, pour votre vinaigrette, ou si vous avez fait cuire par exemple un poisson en papillote. Une fois qu'il sort du four, vous pouvez l'assaisonner avec un petit peu d'huile aussi pour que ça donne du goût et que vous ayez vos oméga 3. Les fruits à coque, les oléagineux en contiennent aussi. Et les graines de lin sont également très riches en oméga 3. Alors attention, les graines de lin, il va falloir les moudre si vous les ajoutez telles quelles dans votre alimentation. Ça peut être par exemple de mettre dans votre moulin à sel ou dans votre moulin à poivre, puis de les ajouter dès que vous faites une salade, quand vous faites un gâteau, quand vous mettez dans votre yaourt par exemple, ce genre de choses. Et c'est également de vous tourner vers le label qu'on appelle le label bleu blanc cœur. Le label bleu blanc cœur qu'on peut retrouver sur les œufs, sur le lait, sur les yaourts, sur les lardons, sur la volaille. Bon, il faut un petit peu le chercher sur les produits, mais on peut aussi aller sur leur site internet où ils mettent la liste des marques qu'ils utilisent. Les animaux sont nourris aux graines de lin. Et donc du coup, ça permet de faire passer les oméga 3 dans l'animal et donc dans le produit pour par exemple consommer des œufs naturellement enrichis en oméga 3. On va aussi limiter la consommation d'aliments ultra transformés qui généralement contiennent du sucre caché, des matières grasses cachées et qui vont avoir pas mal d'additifs qui ne sont pas forcément non plus très bénéfiques pour la santé. D'ailleurs, regardez aussi un petit peu la liste des ingrédients. On retrouve parfois des aliments qui, on ne sait pas du tout ce que c'est, et qui cachent pas mal de sucre simple. Tout ce qui peut être le dextrose, le sirop de glucose fructose, de maltose, etc. On va essayer de diminuer la consommation d'alcool, qui n'est pas forcément non plus très bénéfique pour le cœur. On va essayer de varier les types de cuisson pour bénéficier du maximum de nutriments. Aller sur des cuissons à la vapeur, aller sur des cuissons rapides à la poêle, mais pas à trop haute température, ce genre de choses. Boire suffisamment d'eau et puis on utilisera aussi des épices en remplacement du sel, puisque c'est ce qui a souvent tendance à attirer l'eau et à créer des œdèmes, mais également parce que les épices peuvent être hyper intéressantes pour le côté aussi anti-inflammatoire. C'est notamment le cas du gingembre, du curcuma et de la cannelle. Donc rien qu'en changeant quelques petites habitudes, en essayant d'ajouter des nouveaux aliments dans votre alimentation, vous pouvez déjà prendre vraiment soin de votre santé. Donc c'est des petites choses voilà, que je vous invite à faire dès le repas de la journée pour que finalement vous puissiez prendre soin de vous le plus longtemps possible. Je vous remercie du coup pour votre attention et votre présence et puis du coup je reste à votre disposition si vous avez la moindre question.
Alors, je reprends la main juste quelques instants. Déjà, je voulais remercier Madame Tijoux pour sa prestation. J'espère qu'avec tous ces exemples, elle a pu rendre cette présentation sur le diabète très concrète. Je vois que vous n'avez pas posé d'autres questions, à part une dernière de Loïc au niveau du chocolat noir à 75%. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, Madame Tijoux? Alors, ce qui est intéressant dans le chocolat, c'est le cacao. Donc, effectivement, plus on a de cacao, donc minimum les 75%, voire plus si on peut, plus c'est intéressant. Pourquoi? Parce que le cacao, il est déjà plus riche en matière grasse qu'en sucre. Et on a vu que plus on avait gras, plus on abaissait l'index glycémique. Donc, effectivement, le chocolat noir est plus intéressant que le chocolat au lait et le chocolat blanc qui finalement sont assez riches en sucre. Donc, ça peut être très intéressant aussi d'en consommer. Par contre, ça reste un produit dans les produits sucrés, on va dire. Donc, ça va pas être non plus une trop grosse quantité, mais au sein d'une collation, on va manger un fruit, quelques amandes et puis un petit morceau de chocolat. Aucun problème, en essayant aussi de choisir une bonne qualité du coup de chocolat. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Ah, si, Martine a aussi une question au niveau de la glycémie à jeun normale, mais un HOMA élevé. Alors, l'index OMA, du coup, c'est un peu c'est un peu nouveau. C'est un peu notre précurseur, puisque du coup, c'est une formule qui va prendre en compte le taux de sucre, donc la glycémie, et l'insulinémie. Donc, c'est combien vous allez sécréter d'insuline. Donc, on peut avoir une glycémie à jeun normale qui montre que finalement, à ce moment-là, notre corps a bien régulé les choses. Mais le fait d'avoir un indice OMA un peu élevé prouve qu'on serait avec une légère petite insulinorésistance. Et donc, effectivement, ça peut être intéressant déjà d'agir aussi sur son alimentation pour essayer de le réguler et essayer de ne pas épuiser notre pancréas. C'est un peu la preuve que, au bout d'un moment, si on continue comme ça, on risque finalement que notre insuline ne rentre plus dans les cellules, qu'elle soit plus réceptive et que cette insulinorésistance sur des années, finalement, devienne un diabète. Donc, c'est pas parce qu'on a un indice OMA qu'on est diabétique, pas du tout, mais c'est déjà aussi une première alerte sur effectivement, ça peut être intéressant de le modifier. Et du coup, pour vous répondre à votre deuxième question, ce serait pour le diabète de type 2. Le diabète de type 1, on le diagnostique tout de suite. Donc, le OMA, il est uniquement pour le diabète de type 2. Alors, j'ai loupé une petite question. Hop, je vais vous l'afficher. Est-ce que le diabète de type 2 peut être héréditaire? Oui, tout à fait. C'est parfois même 50% des cas où effectivement il y a une partie génétique qui se met en place et qui fait que derrière ça peut se déclencher même avec une bonne hygiène de vie. Alors, Clara, du coup, qui nous parle du fait que les médecins sont plus présents pour le diabète que le prédiabète. Oui, mais les diététiciens sont très présents pour les prédiabètes. Donc ça, on peut aussi le noter parce qu'on travaille beaucoup avec les médecins. Aujourd'hui, on est un peu en train de revenir dessus. Les médecins s'interrogent de plus en plus sur la prévention. Ils mettent vraiment des choses en place. Ils essayent de mettre les OMA le plus possible. Et puis parfois, même nous, en tant que diététiciens, on leur rappelle, on leur dit ce serait peut-être bien aussi de faire le OMA juste qu'on s'assure que tout va bien, etc. Aussi parce que finalement, l'indice OMA qui est assez élevé, qui prouve une petite insulinorésistance, a tendance à être un frein à la perte de poids. Donc c'est aussi comme ça que généralement on a ce petit indice en tête qu'il faut garder. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir ces petits indices-là. Mais après, encore une fois, vous connaissez du mieux possible. Donc s'il y a un doute ou autre, il ne faut pas hésiter non plus à consulter. Et la question de Bruno, a-t-on une notion des quantités à ingérer par jour ou par repas? Alors c'est une question très vaste puisque ça dépend vraiment de chacun. Déjà, un homme, une femme, ça va pas être les mêmes besoins. Selon l'âge, ça va pas être les mêmes besoins, etc. Après, on a des questions un peu de portions. La dernière fois, là, dans mon schéma, quand je vous ai mis le triptyque avec un tiers, un tiers, un tiers, je vous ai mis finalement pour le repas complet. On peut aussi donc être sur ce un tiers, un tiers, un tiers dans l'assiette tel quel dans le plat principal. On peut aussi finalement faire un quart, la moitié de l'assiette par des fruits, par des légumes, un quart par des protéines, un quart par des féculents,
puis venir compléter aussi avec d'autres choses à côté pour revenir un peu sur ce un tiers, un tiers, un tiers. Vous pouvez aussi regarder sur le site mangerbouger.fr, qui est du coup le site de prévention ministérielle sur l'alimentation, qui vous donne certaines idées de portions. Par exemple, dans les 5 fruits et légumes par jour, on recommande plutôt 3 portions de légumes et 2 portions de fruits, sachant que les portions, on peut se référer à la main. Un fruit rentre dans la poignée, c'est une portion de fruits. Par exemple, une pomme va être une portion de fruits puisqu'elle rentre dans notre poignée. Les abricots, selon leur taille, ça peut être entre 2 à 3 parce qu'ils rentrent dans la poignée. Donc ça peut être aussi des petites choses à savoir. Les légumes, il faut que l'ensemble de ma main rentre dans l'assiette. Il faut que ce soit la partie la plus importante. On peut retrouver aussi là-dedans quelques petites choses au niveau le fromage. On dit que généralement ça représente cette partie-là qui est pas forcément très grande et on a tendance à en consommer un petit peu plus. Donc ça peut être des petits changements comme ça. Et puis après, il faut aussi faire par rapport à ces sensations de faim, puisque du coup les sensations de faim nous prouvent aussi parfois si on mange assez, pas suffisamment, la fatigue aussi, ce genre de choses. La question de Martine. Alors, je fais des consultations par téléconsultation via Doctolib directement, puisque je suis installée en cabinet donc dans le 92 à Chaville et je propose aussi des consultations à distance qui sont aussi pratiques du coup pour vous que pour moi. Question de Lilian concernant les modifications physiques. Il vaut donc mieux manger des fruits le matin plutôt que de les mixer pour faire un smoothie. Ouais, il y aura un petit peu moins de fibres finalement dans un smoothie, puisque du coup on va les avoir mixés. On va éviter le pic de sucre le matin, parce qu'en plus un pic de sucre le matin a plutôt tendance à venir aussi dérégler les restes des prises alimentaires sur la journée. Après ça dépend aussi comment on fait son smoothie. Si on met un bon smoothie où on ajoute un produit laitier, par exemple un fromage blanc ou un yaourt avec pour ajouter des protéines, où on met peut-être des graines dedans ou des choses comme ça pour finalement avoir un index glycémique quand même un peu plus bas, ça peut être aussi tout à fait intéressant. Et sinon aussi, le mot-clé, c'est de varier son petit déjeuner tous les jours pour varier les plaisirs et varier les apports nutritionnels. Eh bien, je reprends la main. Madame Tijoux, je vous remercie une nouvelle fois. Je remercie aussi toutes les personnes à participer, puisque là, nous arrivons aux 14 heures. Quelques informations importantes, deux informations exactement. Je vous invite très rapidement à aller dans l'onglet sondage pour pouvoir nous donner un bref avis global sur la présentation qui vous a été faite. Et sachez que tous les inscrits vont recevoir de notre part le replay de la présentation, avec bien sûr aussi le fichier donc du support. Et vous aurez aussi les coordonnées de Madame Tijoux en copie. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne continuité pour votre journée et une bonne semaine.